La crise d'ado du peuple juif. Traduction, vous savez pertinemment qu'il y a une évolution dans beaucoup, on le retrouve dans beaucoup de domaines, en 5 étapes. La première, c'est une étape dans laquelle un individu, il est encore dans le ventre de sa maman. Traduction ici, le peuple juif a été extrait de l'Égypte, Goy Mikerev Goy, on était complètement immiscé dans le tissu égyptien. Il y a donc une phase d'accouchement, c'est la première phase. Ensuite, il y a, chez un enfant, la phase de l'enfance. Après cette enfance, il y a la crise d'ado. Et après la crise d'ado, on va avoir l'âge adulte. Je répète. On a d'abord un état de gestation. Goy Mikerev Goy. Un état totalement fusionnel. Qui fait suite à un accouchement. Qui lui-même fait suite à une phase d'enfance. Ensuite, une phase de crise d'adolescence. Et ensuite, un âge adulte. Mais ce schéma en 5 étapes, vous le retrouvez partout. Alors pour le peuple juif, c'est très simple. Vous avez donc la naissance du peuple juif à l'intérieur même de l'Égypte. Ça, c'est l'état fusionnel. Il y a l'extraction, la naissance. Ensuite, il y a une enfance pendant 1 an où on est complètement dorloté par Akadosh Baruch Hu, avec un puits portatif, c'est quand même pas mal dans un air désertique. Avec. Pardon. Oui, la naissance, tout à fait. On s'extrait. L'enfance, donc, c'est cette faculté de pouvoir vivre dans un désert avec de l'eau, avec de quoi manger non-stop, avec le goût de ce que j'ai envie. Donc, c'est vraiment comme le bébé qui reçoit exactement le nombre de Nutella dont il exige. Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut. On a en plus les nuées célestes qui nous accompagnent. Pendant la nuit, elles ont option chaleur. Le matin, elles ont option clim, comme maintenant on a besoin de la clim. Puis elles ont aussi option sac à sec, puisque celui qui voulait avoir un costume apprêté, boum, il envoie dans la nuée, il revient immédiatement. Donc c'est mieux que 5 à sec. Pareil pour les robes, mesdames. Donc c'était vraiment, on était choyé, dorloté, comme un petit enfant, ouais, qui sort de chez Jacadi. Voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Après, arrive maintenant, donc c'est ces parachutes qu'on va voir ici, Balotecha, Shelach Lecha, les fameux Meraglim, ensuite Korach, la dispute au niveau politique, oui. Et ensuite, la paracha de Roukat, c'est 38 ans après. Donc on va avoir 3 parachutes là maintenant qui vont parler de la crise d'ado. C'est j'en ai marre, ça me gave, j'en peux plus. La manne, j'en peux plus, elle me sort par les yeux, j'en peux plus. Ouais, c'est ça qu'on va voir là maintenant. Il faut comprendre qu'en fait, ce j'en peux plus ne fait pas partie de la liste des interdits capitaux pour lesquels on doit se situer, par exemple. Idolâtrie, c'est interdit, c'est le péché capital. Shfichut damim, verser le sang, c'est un péché capital. Et donc si quelqu'un me brandit un revolver sur la tempe en disant soit tu tues, soit je te tue, je dois le laisser tuer. Par contre, s'il me dit soit tu manges du porc, soit je te tue, je mange du porc. Je vais même chez la colle s'il faut, ouais. Donc, sauf s'il le fait pour déraciner toute la Torah. Alors là, c'est autre chose, ouais. Il y a une histoire assez incroyable d'un Ravalès qui a monté Arachim, vous savez tous les séminaires Arachim. Oui. En fait, c'était un bonhomme qui a une histoire complètement incroyable dans son existence. Et il descend d'un père qui était dans les camps. Son père était dans les camps. Et le jour de la libération, il s'est arrangé, ce père, dans les camps pour ne jamais manger pas cachère. Jamais. Il prenait que du pain, il s'est toujours arrangé. Et là, il y a un capot qui arrive et qui lui dit, il paraît que toi, tu manges dans cachère. Alors, tu sais quoi? Soit tu manges cette truc de cochon, soit je te tue. Un capot. Un capot, enfin un SS quoi. C'est le jour de la libération. Okay. Non, pardon. Excuse-moi, un SS, excuse-moi. Donc, il lui dit soit tu fais ça, soit je te tue. Et comme c'était en public, et c'était vraiment pour déraciner la Torah, il dit ben c'est pas grave, tu me tues. Il est mort le jour de la libération. Ça c'est le père Vallès. Maintenant, je sais pas si son fils, non, son petit-fils. Son petit-fils, qui est un bonhomme qui a monté des startups un peu partout aux États-Unis, qui était complètement déconnecté de la Torah. Et il est arrivé un jour où il a été devant, je reviens bien l'histoire, devant en fait la possibilité de manger du cochon aux États-Unis. Et là d'un coup il s'est rappelé
que son grand-père était prêt à mourir pour ne pas manger du cochon. Ça lui a fait un déclic complètement incroyable. Et à partir de ce moment, il a entamé un moment de tchouva, il est revenu aux États-Unis. Il a une histoire complètement incroyable. Mais ça veut dire, et on va dire comme ça, que le bonhomme, tu dis, mais c'est tellement dommage, le jour de la libération, pour une coquillette de trucs. Mais en fait, vous savez à quoi ça a servi? D'abord, ça a servi en fait à respecter la Torah pour lui. Mais c'est le petit-fils qui l'a sauvé grâce à ça. Vous voyez un petit peu? C'est le mémoire de ça qui avait... Et ce petit Bémet, qui a monté un mouvement qui s'appelle Arachim, et qui a monté des séminaires de partout. Il y a des milliers et des milliers de juifs qui sont revenus à la Torah grâce à ça. Ouais, des milliers et des milliers de juifs, ouais. Donc voilà un petit peu le point. Alors, je dis comme ça qu'il y a une crise d'ado qui débouche ensuite sur un... Il faut espérer, il y a des enfants qui font jusqu'à 80 ans la crise d'ado. Hein, donc ça c'est... Ça faut aller voir un psy. Mais en tout cas, normalement, on est censé devenir un petit peu adulte. C'est quoi être adulte? On devient adulte lorsqu'on arrête de chercher des poux dans la tête de ses parents. Tant que tu es en train d'interroger les incohérences de papa, de maman, et pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi les différences... Ah, t'es encore un bébé, t'es encore un ado, je veux dire. Du moment où tu comprends en fait que les parents peuvent faire des différences, et ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs incohérences, et ils ont donné un discours qu'ils n'ont même pas eux suivi, ça fait partie de la vie, that's the life. Alors là, tu commences à être un petit peu adulte, mais je vous promets, il y a des gens qui, à 60 ans, n'ont toujours pas dépassé ça. Ouais. On en rencontre, ouais, ils n'ont pas avalé, c'est pas possible. Bon, ouais. Ça, c'est donc le point. Alors maintenant, vous avez ça aussi dans un couple. Un couple, c'est très intéressant. Au début, c'est un moment fusionnel. Oh là là, comme elle est beau, comme elle est belle, je l'adore, c'est extraordinaire. J'adore son style avec la chemise débraillée. Oh non, après, attends, c'est un peu honteux, quoi. Tu veux pas rentrer ta chemise? Ouais. Alors, c'est quoi? C'est ta fusionnel. Ensuite, il y a l'accouchement. Ça veut dire que le couple est en train de naître sous une roupa. Puis ensuite, il y a l'enfance. Et puis, il y a parfois des clashs. C'est ce qu'on appelle la crise d'ado du couple. Et après, le couple va apprendre petit à petit à devenir adulte. Donc, on a ce schéma qui se trouve de partout dans toutes les relations humaines. Et bien, le peuple juif, donc, n'y échappe pas. On est en pleine crise d'ado. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que cette faute va être extrêmement dommageable. On va la voir exactement. Et elle est dommageable dans la mesure où, en fait, on a du mal à saisir, et c'est la question qu'on se pose par rapport actuel, par rapport à toutes les personnes qui, de l'extérieur, ont l'air nantis et passent leur vie à râler. Tu sais, les mchons professionnels. Là, surtout, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se manque? Qu'est-ce qui manque dans la vie? Non, mais ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. J'ai fait ce cours hier à un groupe comme ça de bonhommes. Il m'a raconté, en fait, que à Pessah, il va toujours au même club. Toujours au même club. Un club vraiment trilipé. Voilà, donc ça veut dire les gens, ils sont au Hachem gâtés. Et il m'a dit, donc lui, bon, il est toujours très content. Ça fait 10 ans qu'il va dans le même club, en Crète ou je sais pas où, peu importe. Et là, il m'a dit, mais en fait, j'en pouvais plus, quoi, au début. Mais je voyais que des gens qui passaient leur temps à râler. Ah, on m'a pas mis le truc, on m'a pas mis le truc et tout. J'ai dit, mais vous pouvez arrêter un petit peu? Normalement, votre épouse devrait être normalement clouée dans la cuisine en train de suffoquer. On est tous là, comme on n'a rien à faire, vous passez votre temps à râler. Il était, mais dans tous ces états, ouais. Mais je comprends. Donc en fait, il y a ici un truc qui est le précipice vertigineux entre le côté nanti et le fait de se focaliser sur ce qui me manque. Alors on va le voir tout de suite dans le texte. Ouais, nous dit le texte, Vaï Beshana Hacheni, donc on est à la deuxième année. Bechodesh Hacheni, le deuxième mois, donc Nissan Sivan, Yar, le mois de Yar, le 20 Yar, Be'esrim Bechodesh, Naale et Anan, donc la nuée est montée, Me'al Mishkana Edut, au-dessus du tabernacle du statut. Et ça c'était le signe qu'il fallait déguerpir pour monter en Israël. Donc toutes les conditions sont prêtes. On a Mishkan, Hachem nous donne un petit peu le GPS, on a le Waze tout prêt, tout magnifique. Et là intervient un texte extrêmement bizarre, qui est mis, comme vous le voyez dans le document. Il a été envoyé dans le groupe ou pas? Oui, j'ai envoyé. Ok. Entre deux nouns, je me suis cassé la tête à mettre toutes les couleurs et tout. Bon. C'est un acte manqué. Ok. Il y a, dans le Sefer Torah lui-même, deux nouns inversés qui précèdent ces deux versets qu'on va lire à l'instant. Ouais. Donc, donc la nuée d'Akadosh Baruch Hu était sur eux la journée quand ils voyageaient, Minamachane, depuis le camp, pour aller de ville en ville, enfin d'étape en étape. Et là intervient ces deux nouns inversés qui font partie du Sefer Torah et qui veulent rien dire. Noun veut rien dire, c'est une lettre. Il n'y a pas un aleph comme ça. Et dans la scripturalité du Sefer Torah, on doit l'écrire. Que fait ce noun? Alors on va lire les deux versets. On va donner deux explications à ce qu'on pourrait appeler une sorte de parenthèse, parce que le noun indique aussi, il est d'une parenthèse, un noun inversé, je parle, un noun inversé.
On dirait qu'il y a une parenthèse qui a été mise ici. Alors, je lis le texte. On va avoir deux très brèves explications. La première, donc, c'est la suivante. On lit. Vaïou binso Aaron. Donc, et ce fut lorsque l'arche partait. Moïse disait Kuma Hashem veyafutso yevecha. Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dispersés. Veyanusu mesanecha mipanecha. Et que tes adversaires fuient de devant ta face. Le document se trouve dans le groupe. Ah, merci beaucoup. J'ai pas. Bon. Ok, donc je répète. Lorsque on partait, alors Moshe disait lève-toi Hachem et fais déguerpir et disperser tous nos ennemis et tous les gens qui te haïssent. Au Vnukroyoma, mais lorsque elle faisait halte, donc il y a un mouvement dans le clan d'Israël, lorsqu'on est en mouvement, et lorsqu'on est en repos. Lorsqu'on se reposait, alors on disait Shuva Hachem, reviens Hachem, Rivot elle fait Israël auprès des myriades des familles d'Israël. Ok. Ça, c'est les deux versets, et ensuite, la paracha continue. Et le Talmud va s'intriguer, ça fait écouler beaucoup d'encre. Pourquoi ces deux nouns qui viennent séparer le texte, comme une sorte de parenthèse? La première explication est la suivante, extrêmement bizarre. C'est pour te dire qu'en fait, ces deux versets constituent en eux-mêmes un livre de la Torah. Jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait Hamisha Chumshe Torah, 5 livres de la Torah. Et ben, le scoop d'aujourd'hui, qui est vieux comme le monde, hein, c'est qu'en fait, il y a 7 livres de la Torah. 7. On vous a truandé, il faut demander maintenant aux éditeurs, rendez-moi les deux. Alors, c'est pas, vous les avez normalement, vous les avez. C'est qu'en fait, Bereshit, c'est le premier, Shemot, c'est le deuxième, Vaïkra, c'est le troisième. Jusque-là, rien qu'à changer. À partir de Bamidbar, vous avez du début de Bamidbar jusqu'au Noun, un livre. Ensuite, ces deux versets constituent un livre. Et de la fin de ce verset jusqu'à Bamidbar, c'est un troisième livre. Et ensuite, Edvarim, ça fait en tout 7 livres. Évidemment, la question est évidente. Comment tu peux faire un livre avec 2 versets? Ouais, j'imagine que ça ne va pas être un best-seller. C'est pas un livre, c'est un feuillet, quoi. C'est... ouais. Alors, c'est quoi l'idée? Et il y a le Rav Lao, Rav Israël Meir Lao, donc le grand rabbin d'Eretz, d'Israël, celui qu'on surnomme Loulek, qui sort de Buchenwald avec son frère. Il dit un truc extraordinaire. Il dit oui, ça c'est un livre entier. Comment c'est un livre entier? Parce que ces 2 versets résument toute l'histoire et les pérégrinations du peuple juif. Le peuple juif, il est soit dans le premier verset, soit dans le deuxième verset. Soit dans le premier verset, il est dans une interface d'hostilité avec les goïms. Il est en Chutz Laaretz, et là, il se tape en permanence le ciblage de tous les goïms qui nous ciblent par antisémitisme ou antisionisme, blanc bonnet blanc aujourd'hui. Et c'est quoi l'antisémitisme? C'est anti-Shem. C'est qui Shem? C'est un personnage biblique qui est le fils de Noach et qui s'appelle Shem, il s'appelle Monsieur Non. Ouais. Mon nom est personne, il y a un film comme ça, donc je rigole. Mais il y a Khasra. Mais non, il dit Monsieur Non, N-O-N. Là, Monsieur Non. C'est quoi non? Ça veut dire, quand tu donnes un nom à une chose, tu es en train d'essayer de traduire la vérité de la chose, l'essence de la chose. Shem, c'est lui qui a donné des sémites. Nous sommes des sémites. Ça veut dire que nous avons une faculté de définir les choses. Et être un antisémite, c'est ne pas être en accord, aligné avec notre définition des choses. C'est la raison pour laquelle, vous voyez aujourd'hui le déferlement de problèmes de Petit Robert, de problèmes de définition. On utilise à tort à travers le terme génocide qui ne veut plus rien dire. On a récemment, avant-hier, utilisé le terme d'otage avec une chutzpah, avec une effronterie absolument incroyable. Heureusement que pas mal de personnages politiques ont dénoncé cette chose. Mais c'est ça exactement l'antisémitisme. C'est être capable de ne pas s'aligner à notre définition. Mais ce n'est pas la définition des Juifs. C'est Hachem qui a défini les choses. Et donc finalement, derrière l'antisémitisme se cache quoi? Se cache une haine de Dieu, une haine de la conscience de Dieu. Une haine du fait que nous, les Juifs, nous sommes les représentants, les ambassadeurs de la conscience divine. Et c'est ça qui énerve tout le monde de l'extrême gauche. Et ils sont prêts à s'allier avec les personnes les plus anti-LGBT qui existent au monde. Ils viennent exécuter ou jeter par des personnes de ce monde-là. Mais c'est pas grave. Vous avez vu même les féminines qui ont manifesté, qui devraient être des personnes au sommet du féminisme. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce qui s'est passé avec ces régimes autoritaires?
ces régimes islamistes qui viennent démolir la femme qui est toujours un sujet de deuxième classe. Dans tout le monde musulman, c'est un sujet de deuxième classe, elle n'a pas de rien. Donc qu'est-ce que tu fais avec ça? Peu importe, c'est plus intéressant, enfin c'est plus important pour nous de s'attaquer à Dieu que de défendre notre paroisse. Vous comprenez l'idée ou pas? Ça c'est l'intimité. Donc en fait, le peuple juif, lorsqu'il est en route l'arrête, il a besoin d'une protection d'Akadosh Baruch Hu, et donc on demande à Hachem, lève-toi éternel afin que tes ennemis soient dissipés et que tes délétères fuient le devant de ta face. Parce que nous sommes ton armure quelque part. Enfin, on n'est pas une armure, mais en tout cas nous sommes les premières personnes qui sont visées en tant que représentants. Maintenant, quand on vient en Israël, lorsqu'on fait une halte, Yomar, Shuva Hachem. Revient à Hachem parmi les myriades du peuple juif. Pourquoi tu as besoin de revenir à Hachem parmi les myriades? Parce que qui dit myriade dit forcément dissension, dit forcément différence de vue. Et on sait à quel point à l'intérieur du peuple, nous souffrons de ce problème de clivage non-stop. Et c'est vrai qu'en Israël, c'est encore beaucoup plus fort. C'est un monde qui est extrêmement étiqueté, qui est extrêmement cloisonné, et donc dans lequel on a énormément de mal, surtout pour des juifs français, à trouver sa voie, parce qu'on se retrouve un petit peu nulle part. Ouais, c'est extrêmement complexe pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui manque du respect de la mosaïque. Et je vous amène toujours cette Gemara qui est extrêmement importante. La Gemara qui pose la question dans le traité de Sanhedrin. Les Mashiach Maïshemo, quel est le nom du Mashiach? Ça va dire comment le Mashiach? La Gemara de Sanhedrin. Ouais. Elle propose 4 possibilités. Elle dit que le Beth Midrash des Beyanaï, le Beth Midrash de Yanaï, ils disent que c'est Yinon Shemo. Il s'appelle Yinon. Vous savez, les Djerbiens, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Yinon. C'est un des noms du Mashiach. On le dit d'ailleurs dans les chants Ouba, dans le Oket Vanekal. Ouba, Yinon, Elia, exactement, Khazak. Donc, Yinon, c'est un Mashiach, un nom de Mashiach. Debe Rabbi Hanina Shemo. La maison, le Beth Midrash de Rabbi Hanina, ils disent que le Mashiach c'est Hanina. Et le Beth Midrash de Rav Shilat, ils disent que c'est Shiloh Shemo. C'est Shiloh son nom. Et certains disent qu'il s'appellera Menachem. Tilt, ouais. Ok. 4 possibilités dans le Gemara, dans le Talmud. Le 5e de Babich. Comment? Il n'y a pas marqué Babich, il y a marqué Menachem. Ok. Maintenant, regardez. Une Gemara comme ça, c'est jamais un slogan. C'est pas une posologie halachique. Comment tu fais ton Shabbat? Ça, c'est clair. La Gemara, c'est toujours une incitation à réfléchir, à comprendre. Alors, je vous donne deux remarques très intéressantes. Le 4e après. Menachem. Alors, on a dit Yinon, Shiloh et Hanina. Ok? Et Menachem. Ok. Alors maintenant, il faut remarquer un truc très intéressant, c'est que comme par hasard, le Beth Midrash de Rabbi Yanaï, ils disent Yinon. Yanaï, Yinon, Salomon, Sliman, ouais. Et Hanina, ils disent Hanina Shemo. Et Shilat, ils disent Shiloh Shemo, ouais. Il y a comme un parti pris pour sa paroisse. Vous êtes d'accord ou pas? Ok, bravo. Première remarque extrêmement intéressante. C'est qui le Mashiach? C'est pas The Mashiach. C'est celui qui t'a permis de te déployer, de te développer. De devenir ce que tu es. Dans le chemin de la Torah, dans le respect d'Akadosh Baruch Hu. Et là, en fait, il y a une foultitude de possibilités. C'est ce qu'on appelle un Mashiach personnel. On appelle ça le micro-messianisme. Avant même de parler du big Mashiach, il y a des micro-Mashiach. Et ce qu'on cherche dans la vie, tu cherches le Rav assez les Rav, tu cherches le Rav qui va te permettre de pouvoir te déployer, grandir, te bonifier. Et si tu sens en fait que tu te bonifies pas parce qu'il y a des choses qui te gênent chez ce Rav, change de Rav. Change de paroisse, c'est pas grave. Ouais, grâce à ça, ça permet de multiplier le nombre de Bate Midrashot, c'est génial, ouais. même dans les îles désertes, au moins il y a. Robinson Crusoe, il avait 2 choules. La choule où il va et la choule où il met jamais les pieds. Ouais, donc, ça c'est la première remarque du Talmud. Maintenant, autre remarque extrêmement subtile. Quand vous prenez les initiales de ces 4 prénoms, il y a Menachem, c'est même. Il y a Shiloh, c'est Shin. Il y a Yinon, c'est Yud. Et il y a Hanania, c'est Chet.
Ça fait même Shin Yudret, ça fait Mashiach. Waouh, joli. Ça veut dire quoi? Le Mashiach viendra à partir du moment où les élèves de Rabbi Yanaï, qui pensent que c'est Yinon, le Mashiach, ils seront capables de comprendre et d'accepter que les élèves de Rabbi Shilat, ils pensent que c'est Shiloh. Vous comprenez ou pas? Il arrivera lorsque les Lituaniens, les Chassidim, les Lubavitch, les Nachman, les Sfaradim, les Irakiens seront capables de comprendre que je m'épanouis dans ce canal, mais je suis prêt à accepter que l'autre s'épanouit dans un autre canal. Et là, évidemment, je parle bien d'un canal qui respecte le Shulchan Aruch. Pour que ce soit bien clair, ouais. C'est-à-dire que des personnes qui sont... Maintenant, il y a une foultitude de façons de respecter Akadosh Baruch Hu dans les 4 amot de la halakha. Et ça, en fait, faut travailler par rapport à ce respect. C'est ce qui manque le plus. Dans Uvnu Choyomar, Hachem revient, malgré, on va dire, presque la myriade de Béni Israël, hein, qui génère en permanence une foultitude. Voilà un petit peu le point général. Donc là, c'est une très très jolie idée de Rabbi Israël là-haut. Oui, c'est un livre en tant que tel. Ça, c'est donc la première avis. Maintenant, il y a un autre avis qui va dire non, c'est pas un livre en tant que tel. C'est une césure, une digue, comme une sorte de volonté de fragmenter la Torah, qui est liée à quoi? Qui est liée au fait que cette digue-là en question permet de séparer 2 moments de plainte. Il y a une plainte au moment où on est sorti du Sinaï, on est sorti un petit peu comme des élèves qui sont pressés que la cloche elle sorte. Donc ça montrait à quel point on n'était pas tellement tout feu tout flamme avec la Torah. Première râlerie. Deuxième râlerie, ce qu'on va voir là maintenant par rapport à la manne. Et c'est tellement grave la râlerie qu'on n'a pas envie de montrer au niveau presque marketing dans le texte qu'on a cumulé les râleries. C'est vrai qu'on l'a fait, mais on fait comme si on met un typex pour éviter de l'exhiber. Ça, c'est ce qui est mis dans la Torah. Ça veut dire, on touche du doigt ici un problème qui est tellement crucial et qui est pourtant pas un des péchés capitaux, que la Torah a besoin de camoufler ce phénomène. Maintenant, ce phénomène, il est tellement incroyable. Alors, je vais dire la deuxième râlerie. La première, on a dit, c'est lorsqu'ils sont sortis du Sinaï. La deuxième, regardez ce que dit le texte. Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Vayoam kemit onenim, ils se plaignent. Le Seigneur l'entendit et sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'élit parmi eux, et déjà il dévorait les dernières lignes du camp. Donc réaction immédiate d'Hachem, il a brûlé une partie des personnes qui se plaignaient. Donc c'est grave de se plaindre. Ouais. Et pourtant, dans la suite. Or, le ramassis des étrangers, ça veut dire les personnes qui se sont greffées au judaïsme par intérêt, ouais, parce que c'est fun, parce que c'est incroyable. Donc c'est pas des personnes qui sont rentrées dans une conversion sincère. Alors ces personnes qui étaient parmi eux furent pris de convoitise, Itavu ta'ava, ils ont désiré. Pas doué, hein, ils ont désiré. Itavu ta'ava. Et à leur tour, les parents d'Israël se remirent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Il nous souvient du poisson, on se souvient du poisson que nous mangeons pour rien en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. J'en peux plus de ta manne, elle me sort par le nez. Ok? C'est ce qu'il faisait. On a des 2 phénomènes. Il y a eu d'abord des mythonymes, des gens qui râlent. On ne te dit pas sur quoi ils râlent. Ils râlent, pshun, comme ça. Pshun, comme ça, ouais. Deuxième, t'as un ramassis d'étrangers qui commence à pointer du doigt. Ah, on se rappelle du poisson, on se rappelle de la viande, c'était tellement plus sympathique, blabla. Et ils pointent du doigt donc tous ces éléments qui leur manquent. Alors, et d'ailleurs en tant que tel, c'est bizarre qu'ils leur manquent, dans le sens où je ne me raconte pas qu'en Égypte, alors qu'ils étaient obligés de mettre des enfants à la place de briques quand il n'y avait pas de briques, ils avaient les pastèques à gogo, la viande à gogo et le pain à gogo, le poisson à... Donc, est-ce qu'il existe cette plainte pour le poisson, etc., qui viennent de gens qui de Erev Rav, qui avaient avec l'eau, il dit que tout le monde... Non, c'est le Erev Rav qui a lancé ça et ça a été contagieux. Les gens qui râlent ont une côté Covid, contagieux. Ouais, comme ça. Et donc ça crée en fait une contagion. Alors on va expliquer le phénomène, ouais. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé. Alors je vous dis, de façon très nette, c'est faux, ils n'avaient pas du poisson gratos. C'est faux. Pourquoi ils disent gratos, pourquoi ils disent gratuit? Ils disent parce qu'en fait finalement, c'est une façon plus détournée de dire en fait ce qui n'est pas gratuit aujourd'hui. C'est vrai que c'est gratuit, mais ce qui n'est pas gratuit c'est qu'il faut faire la bracha avant de manger. Depuis le don de la Torah, ça commence à nous casser les pieds, ce fardeau qu'est les mitzvot.
Et donc ce à quoi ils aspirent à la gratuité de l'époque, même s'ils étaient enchaînés. Ouais. Plus subtil aussi, certains maîtres vont dire c'est quoi le daga? Le daga, ça veut dire c'était tellement mieux les poissons en Égypte. Tu rigoles ou quoi? Tu faisais la manne te donne le goût de ce que tu veux. Tu veux profiterole au chocolat, dorade royale avec son liseré de sauce provençale et au je sais pas, ouais, c'est ça que ça te donne. De quoi tu te plains? Et non, daga, c'est le monde de la reproduction. Ça nous manque les unions qu'on avait à l'époque qui sont devenues interdites par la Torah. Vous comprenez ou pas? Ouais. Ça veut dire en fait c'est une façon subliminale d'évoquer le fait que c'était open bar à l'époque et là maintenant c'est le bar est closed. Ouais. Ça, un peu close, on se sent étriqué là-dedans. Donc ça c'est un petit peu leur râlerie. Alors faites bien attention, il y a d'abord une râlerie générale, je râle parce que me chonne. Il y a une râlerie spécifique qui devient contagieuse. Maintenant, résultat des courses, et c'est unique dans le texte de la Torah, dans l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été capable d'avaler les couleuvres, notamment du veau d'or. Et il dit à Hachem, tu sais quoi, si tu veux les détruire, Mechini Messifrecha, efface-moi de ton sefer. Donc il est capable, le manager, d'aller jusqu'au bout. Le vrai capitaine du bateau. Mais là, le capitaine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Veim Kacha Atoseli, si tu fais comme ça, Argenina Arog, tue-moi Hachem. Parce que Hachem, tu me tues maintenant. Donc c'est un appel au suicide, enfin un suicide assisté si vous voulez, ouais. Comme Yona aussi à un moment il dit écoutez, jetez-moi dans la mer ou l'océan, on en finisse. Ouais, c'est une déprime totale, c'est-à-dire que le manager ici, il n'arrive pas, ça veut dire il arrive à gérer la Vodazara, mais il n'arrive pas à gérer, ouais, il n'arrive pas à gérer les râleries. C'est le burn-out, mais par rapport à quoi? Par rapport aux râleries. T'as pas des problèmes d'arayot, t'as pas des problèmes de tuerie, t'as pas des gros problèmes, t'as des problèmes de gens juste qui râlent. Et là, Moshe Rabbeinu, il baisse les bras. Donc on est au centre. Et c'est le point de départ de toutes les râleries, toutes les autres crises d'ado, puisque c'est une râlerie de Korah par rapport à l'establishment. Ouais, il va jouer un peu les LFistes, si vous voulez. Et il va y avoir une râlerie aussi des explorateurs qui disent mais c'est pas possible, on va se faire complètement étriquer, c'est ouais, pas possible. Ça fait 40 ans que tu es accompagné par Hachem, qu'est-ce que tu risques? Ouais, tu sais en fait qu'il y a une potion magique, tu connais Astérix, ouais, c'est pas possible, ouais. Donc, alors maintenant, à Botaï, on va essayer d'analyser le mécanisme de la râlerie. Pourquoi on râle dans la vie? Vous comprenez que c'est quelque chose de très présent. Ouais, il y a des... Un jour, il y a deux images, deux histoires pour frapper tout le monde, ou contenter tout le monde si vous voulez. Ouais, vous connaissez l'histoire de ce mari qui rentre à la maison, qui est exténué du boulot, qui attend qu'une seule chose, c'est s'affaler sur le canapé. À peine il franchit le seuil de la porte, sa femme lui dit « ça t'embête ?» Hypercacher est encore ouvert jusqu'à 20h45. Hypercache, deux bricoles lui manquent. Et là, il aimerait bien lui dire non, je peux pas, j'en peux plus, je suis exténué. Vas-y toi, mais la veille, il a appris un cours de Shalom Bayit. Et il dit non, c'est bon, je me retiens, c'est pas grave. Il y va, donc il arrive le temps qu'il arrive à l'Hypercache, ouais, il regarde son WhatsApp, c'est pas 2 articles, c'est 150 articles. Donc il arrive, très gentil, il a appris, il prend dans les sacs, il amène, il les monte dans l'appartement, il les met ici. Et vous voyez que son épouse, elle ouvre le premier sac et dit mais tu sais bien que j'aime pas le ketchup Osem, je veux le Heinz, tomato Heinz ketchup. Et là, ouais, donc on fait la même chose, à l'envers, ouais. La femme qui est restée toute la journée à s'occuper de tout, à préparer la maison, les devoirs, les accompagnements, le club de Maccabi, tout ce que tu veux. Son mari rentre vers 7h30, elle s'est dit je vais en faire une belle surprise à mon mari. Ouais, je lui prépare des boulettes en plus. Ouais, c'est sympa quoi, ouais. Et lui il arrive à peine, il franchit la porte de la maison, il dit oh là là, encore cette odeur horrible des boulettes de ta mère. Ouais. Ça veut dire on a tous. On a tous, on a tous, et les enfants c'est aussi très fort, hein. Vous sortez les enfants pendant un après-midi entier, vous avez pris sur le boulot, vous avez pris tout ce que vous voulez, ouais, vous avez rangé les portables, 3 heures, 4 heures, rien que pour eux, c'est fantastique, c'est tellement rare pour les enfants. Vous rentrez dans la voiture, vous rentrez à la maison, et un des enfants qui dit bon, quand est-ce qu'on arrive là, parce que je suis un peu pressé. Je dis pourquoi c'est pressé? Bah, je suis pressé de sortir de cette sortie de bidon. Pourquoi ça dit bidon? Bah, on n'a pas eu de glace. Pas de glace. On n'a pas eu d'esquimaux, ouais. C'est ça. Alors l'idée c'est ça. On a un mécanisme qui s'appelle un biais de négativité. Maintenant sachez une chose, c'est pas un trait de caractère. Nous dit le Roche, je vous ai marqué ici, Derer abriot les halim atovot. C'est l'habitude des créatures de camoufler le bien, les galotes araot, et de dévoiler ce qui va mal. C'est un professeur qui a fait dans 4 feuilles canson, toute blanche comme ça, il a mis un point noir
en plein milieu. Et il passe devant les élèves, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a pas un élève qui a dit une feuille blanche. Ils ont tous dit un point noir. Donc on a un billet de négativité, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Alors maintenant, regardez. C'est un fait, et c'est, dit le Roche, c'est inscrit dans la structure de l'individu. On ne peut pas s'en vouloir, il faut juste travailler avec ça. On ne peut pas s'en vouloir, on est formé comme ça, ouais. Maintenant, en général, les gens râlent à peu près 30 fois par jour. Les Français, 40. Ouais. Et les feuilles, je me tais. Et les Français. Je me tais, les feuilles, je me tais. Maintenant, regardez. Premièrement, on se concentre sur ce qui ne... Enfin, naturellement, c'est un peu normal que si tout marche bien, alors on n'est pas alerté par ce qui marche bien. On est alerté par un dysfonctionnement. Donc ça, il y a un réflexe. Deuxième chose, et c'est plus subtil, c'est un kiff de râler, parce que ça m'évite, en disant que finalement l'enfer c'est toujours les autres, ça m'évite moi de bouger. Et ça justifie aussi mon vide intérieur. Et ce que j'ai marqué aussi, le fait qu'ils avaient des envies, ces personnes, qu'ils ont camouflées par le daga, mais en fin de compte, ils ont une sorte de vide intérieur, et au lieu d'essayer de le combler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de blâmer tout ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est le mécanisme, et je dis c'est un mécanisme kiffant qui même donne un petit peu entraîne. Ça veut dire non seulement pourquoi c'est contagieux, parce que finalement, c'est kiffant de râler. Quelque chose de kiffant de râler, ouais. Et ça permet de mettre toutes les personnes un petit peu à nos pieds. Ça veut dire que quelque part, on va se trouver toujours en compagnie d'individus qui veulent combler nos manques. Et on est dans une systémie absolument atroce ici. Les gens qui veulent te rendre heureux, et tu te montres toujours malheureux pour systématiquement, quelque part, attraper les autres. Donc il y a quelque chose d'extrêmement vicieux ici. Comment on essaie d'arrêter de se plaindre? Je vais donner ici clairement des conseils très très pratiques. Ouais. Alors déjà à partir d'une observation très belle des sociologues qui disent, psychologues pardon, qui disent que avant même d'exprimer quelque chose de négatif sur ta vie, essaie de trouver 5 choses qui tournent rond. Oui, de te focaliser sur ce qui ne tourne pas rond et d'être. On fait ça malheureusement, ouais. Si tous les enfants vont bien, il y en a un qui commence à Razvé Shalom à mal virer, ouais. Tu ne penses qu'à lui. Dans ta vie, tu n'as qu'un enfant. Ouais. C'est ça qui se passe. Alors qu'en fait, tu pourrais réaliser, non, pas au crachet, je suis assez bien, je suis assez bien, je suis assez bien. Bon, là, il y a une difficulté. On va se contenter, mais on ne peut pas faire de sa vie que la difficulté dans des enfants. Ouais, donc, première des choses, essayer de me concentrer sur ce qui est bien. Ce que j'ai réalisé. Et il y a des tonnes de choses qu'on a réalisées. Ouais. Donc, le ratio, c'est 5 contre 1. 5 prises de conscience de choses qui doivent me contenter. Et une chose dans laquelle je peux éventuellement râler de façon spécifique. Ça, c'est donc la première des choses. Maintenant, regardez comment c'est incroyable. Dans la Torah, on est tous censés, lorsqu'on se lève, commencer notre journée en disant Modéani ou Modaani, en version féminine, qui veut dire merci Hachem de m'avoir donné encore la vie. Et on ne s'adresse pas à des personnes qui sont forcément phase finale dans un hôpital, Chazé Shalom. Chazé Shalom. On parle d'individus comme nous, ouais, qui a priori, si on se couche ce soir, ben, on se lèvera demain, a priori, ouais. Être capable de se dire comme quoi il n'y a aucun bail qui est dû. Chaque jour, c'est un renouvellement de bail. Déjà, épouser cette idée, waouh, je suis un rescapé de la nuit. Dans une nuit d'un bof, hein, métro, boulot, dodo, non, je suis un rescapé. Rentrer dans cette, posture de l'individu à qui Dieu ne doit rien. Tout est bénéf. Et donc là, première des choses, on éduque le juif. Maintenant, il y a un vestige de cela. Déjà, ça nous aide contre le modéani. Exactement. Commencez par dire merci. Arrête de sans arrêt essayer de prendre. Alors, il y a un personnage central dans ce que je dis là maintenant. Donc, en 2 mots, c'est l'apprentissage du merci. Le personnage central qui jaillit, c'est le personnage de Léa. Léa, donc, est une femme qui est stérile, mariée avec Yaakov, et qui, au Hachem lui a ouvert la matrice et elle a pu enchaîner les naissances. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ce n'est qu'à partir de Yehuda qu'elle va dire Apa'am Odé et Hachem. Cette fois-ci, je vais dire merci à Hachem. Okay. Et là, ce Apa'am Odé, cette fois-ci, je dis à Hachem, est interprété par Rabbi Shimon Bar Yochai, pas comme cette fois-ci par opposition aux 3 précédents, mais Apa'am Odé, cette fois-ci, je dis merci, par opposition à tous les personnages bibliques qui m'ont précédé, qui n'ont jamais dit merci à Hachem. Donc, dit le Talmud. Miyam Shebara Akadosh Baruch Hu, depuis qu'Hachem a créé son monde, Loya Achad, Sheodal Akadosh Baruch Hu, Léa. Depuis qu'Hachem a créé son monde, il n'y a pas un personnage qui a dit merci comme Léa.
Et là, les commentateurs posent une question, mais pourquoi ce parti pris de Rabbi Shimon Bar Yochai? Adam Arishon a dit merci Hachem. La preuve, c'est qu'il a fauté, il a fait tchouva, il a été agréé, il a carrément composé un mizmor qui s'appelle Mizmor Shirei Yom HaShabbat. Tov lehodot l'Hachem. Ça fait du bien de dire merci Hachem. Ça fait du bien. C'est quoi ça fait du bien? Ça veut dire que il est capable de dire merci Hachem parce que c'était pas donné d'avance la tchouva. On a un autre personnage qui s'appelle Abraham qui va remercier Hachem parce qu'il fait une guerre mondiale et il s'en sort indemne. Donc c'est pire que Rambo, c'est incroyable. Ouais. Donc il dit merci. Et on a Noir qui dit merci parce qu'ils sont 8 rescapés d'un apocalypse. Et puis il y a Yaakov qui dit tout le monde dit merci. Que ce parti pris de Léa, non, c'est la première à dire merci. Réponse du Ktas Sofer, il dit non. Léa, elle a eu 3 grossesses. Donc elle sort de sa stérilité au bout de 3 grossesses, ça veut dire que c'est plus une femme stérile. Un principe de Chazaka dans la Torah, quand une chose se répète à 3 reprises, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc au bout de la quatrième grossesse, elle est une grossesse d'une femme normale. Et c'est là qu'elle décide de dire merci à Hachem. Par opposition aux autres personnages qui ont dit merci à Hachem dans des choses exceptionnelles. J'ai dit la guerre mondiale, il s'en sort, c'est incroyable. La tchouva, il s'en sort, c'est incroyable. Hachem avait dit le jour où tu manges, mourir tu mourras. Et finalement il ne meurt pas. C'est exceptionnel. Et non, c'est exceptionnel, il sort de l'Apocalypse. Donc ça veut dire que tout le monde est capable de dire merci pour quelque chose de grandiose et incroyable. Il y avait un bonhomme comme ça dans la guerre des 6 jours, un pilote israélien, ils sont entourés de 4 chasseurs syriens. Aucune chance de s'en sortir, il lève les yeux au ciel, et il dit Hachem, si je m'en sors, je fais tchouva. Il ne sait pas comment il s'en est sorti. Donc là, évidemment, tu dis merci parce que c'est complètement incroyable, ça défie la statistique. Ouais. Mais être capable de dire merci sur quelque chose de normal, ça c'est révélateur de ce qu'on appelle la puissance de Léa. Maintenant, Léa, elle va donner comme fils Yehuda. Et nous, on est des Yehudim. C'est-à-dire que le juif, on l'attend dans sa faculté à dire merci dans ce qui est tout à fait normal. C'est l'enjeu d'un juif. Pas dire merci parce qu'on a gagné la guerre des 6 jours. Ça, évidemment, t'es truffé de miracles. Ouais. Mais être capable dans le quotidien. Et regardez comment c'est incroyable. On se lève en disant Modéani, puis ensuite, quand on est en état de plus de meilleure hygiène, on va dire, alors on va dérouler des brachot. Il y a 20 brachot. Dans lesquels on va dire Hachem, tu ouvres mes yeux. Merci Hachem. Hachem, j'arrive à m'habiller. J'arrive Zokef Kefufim. J'étais complètement ankylosé. Je me lève maintenant, waouh! Et sur chaque étape, on éveille l'individu à le fait que c'est grandiose. On aurait pu parfaitement faire une bracha globale qui s'appelle Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol beseder. She'akol takin ou beseder. Tout est en place, ouais, les yeux, les oreilles, le nez, le truc, ouais, tout va bien, ouais. Non, les chazals, ils t'éduquent, ils disent non, mais regarde, tu ouvres les yeux, c'est extraordinaire. Tu dois être ému de ça. Tu arrives à marcher, tu arrives à mettre des godasses en cuir qui plus est. Ça veut dire que tu as même un confort de godasses. Ouais, ça veut dire. Et donc, on t'éduque le matin à essayer d'épouser cette chose. Alors, c'est un point énorme. Je vous conseille de mettre en place au moins, comment dire, une des brachotes la prendre, une qui vous parle. Par exemple, Poker Rivim, je sais pas moi, ouvrez les yeux, je sais pas, c'est pas évident. Ouais. Alors, celle-là, tu y penses. Et regardez un petit peu la citation du Sfat Emet qui est extraordinaire. Comment donc créer ce réflexe de se rendre compte de ce qui est génial dans notre vie déjà. Donc on a déjà 20 occasions le matin, mais des fois on les fait un peu à la va-vite. Donc là, il dit, en tout cas, le Sfat Emet, il dit la chose suivante. Yodou Lachem Chazdo venifleotav livne Adam. C'est un verset que tout le monde connaît. Yodou Lachem Chazdo, qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté et pour ses prodiges qu'il donne aux individus. Donc on a un devoir de remercier Hachem pour son chesed et les prodiges d'Hachem. Et demande au Sfat Emet pourquoi le chesed est dit au singulier. Tu dis le chesed d'Hachem et ses prodiges. Il fallait dire les chesed d'Hachem, les bontés d'Hachem. Pourquoi au singulier? Il dit le Sfat Emet un truc incroyable, c'est didactique, c'est pédagogique, c'est-à-dire que il te suffit d'être conscient d'un chesed d'Hachem, d'une bonté d'Hachem, pour que ça crée chez toi un déclic, et après tu verras que tout n'est que prodige. C'est vrai qu'au début on te dit un chesed, on doit dire merci sur un chesed, choisis une chose qui est fantastique, et à partir de ça tu peux tisser en disant mais finalement tout est fantastique. Ça c'est la technique qui est proposée par le
par comment dire, par le Sfat Emet. Maintenant, on peut, si on a du mal à enclencher ça, c'est pas grave de garder un carnet à nous, secret, dans lequel on consigne tout ce qui va bien. Il faut s'éduquer à ça. Et plus tu vas t'éduquer à ça, plus de cette façon, tu verras à quel point tu seras beaucoup moins dans la rage. C'est la façon que je connais qui permet à un individu de finalement sentir qu'il a beaucoup de zones de contentement. Et en dernier, je vous ai amené ici une lettre du Rabbi qui est incroyable, qui est amenée par Ashkenazi, dont je m'inspire, et qui dit un truc incroyable. Il raconte donc un individu qui lui a écrit une lettre en disant finalement dans ma vie, je vois rien de bien quoi. Bilan des courses, ma vie elle est pas chouette quoi. Elle est pas chouette. Comment je fais? Le Rabbi lui répond, j'ai l'impression que dans ta lettre, il y a une contradiction interne dans ta lettre. Parce que tu me dis d'un côté que tu es marié, que tu as des enfants qui sont dans le chemin, et tu me dis en même temps que ta vie, elle est moche. Quel rabbin là? Rabbi de Lubavitch. Ouais. Alors, il dit, mais c'est une contradiction en tant que telle. Il dit, mais t'es marié, t'as des enfants. Tu sais combien de centaines de milliers d'individus dans le monde pleurent pour avoir des enfants, sont prêts à dépenser des fortunes pour avoir un fils ou une fille. Et ils n'arrivent pas forcément, ils passent leur vie à prier pour ça. Et toi, a priori, tu les as eus pas forcément en déchirant le ciel. Tu les as eus parce que c'est normal quand on se marie en général. C'est assez fait. Donc même pas t'as prié, enfin t'as peut-être prié, mais pas comme ces personnes qui prient. Et t'as des enfants. Il dit, j'arrive pas à comprendre. Et il dit un truc incroyable. Il dit que je veux, dit le Rabbi, je veux mettre en garde, mes horaires, je veux réveiller la population à cette idée, qui est l'idée qui est fondée, ce qu'il dit, parce que je vais vous montrer comment elle est fondée. Il dit que s'il y a tellement aujourd'hui de problèmes des gens qui se plaignent au niveau de la brioute, au niveau de la santé et au niveau de la parnassa, c'est peut-être lié au fait que sur les choses beaucoup plus essentielles de la vie, comme se marier, comme avoir des enfants, donc il y a des choses qui sont plus importantes. Ouais. Comme ils n'ont pas su dire merci sur ce qui est essentiel, il n'y a pas de raison pour lesquelles Akash Borou va dans les choses moins essentielles accordées. Parce que finalement, Hachem est un peu dans la posture du papa d'un enfant gâté pourri. Ouais. C'est jamais assez. Ah non, je veux ça, je veux des choses comme ça, je veux des bleus, je veux des jaunes. Mais c'est infernal quoi. En fait, tu seras toujours. Donc stop. Au bout d'un moment, les parents disent non, stop, je coupe tout, je ferme les vannes et on verra. Ah, tu vas apprendre à apprécier maintenant, ouais. Il n'y a pas le choix. Ouais. C'est un petit peu ça. Donc il dit inversement, une personne qui décide de porter un regard de joie dans son rapport à Dieu et de prise de conscience que finalement c'est extraordinaire ce qu'il a, alors fort à penser qu'Akadosh Baruch Hu il ouvrira tous les autres canaux en question. Petite parenthèse, cette démarche là en question, elle est écrite finalement dans la stratégie de la Hamida. Je sais que dans la Hamida, la structure est très simple. C'est 3 premières brachot qui viennent dire à Hachem à quel point il est gigantesque. Et comme tu es gigantesque Hachem, alors ouvre le carnet de chèques. Et donc là on déroule 12 requêtes personnelles et collectives. Retour des exilés, tout ça, ouais. Mais après on finit la Mida par maudit, par remercier Hachem. C'est quoi ces 3 mouvements? C'est une stratégie, dit le Rambam. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord on dit Hachem, t'es au top. Et donc comme tu es au top, tu peux tout nous accorder. Et maintenant je te remercie pas sur ce que tu vas m'accorder, j'en sais rien, ce que tu vas m'accorder, je sais pas. J'ai pas les yeux là-haut. Mais j'ai le droit déjà de te remercier pour tout ce que j'ai déjà. Et quand je montre à Akadosh Baruch Hu que je suis déjà conscient qu'il a fait beaucoup pour moi, alors c'est aussi une stratégie pour lui dire, tu sais, n'aie pas peur. Si tu me donnes encore plus, je saurais te remercier. Vous comprenez un petit peu l'idée ou pas? C'est ce que dit le Rabbi finalement, c'est la même chose. C'est la même chose de dire, si tu es capable d'être conscient de ce que tu as, et d'ailleurs n'oubliez pas que dans les requêtes personnelles qu'on demande à Hachem, ouais, on commence par l'intelligence, ensuite la tchouva, ensuite le pardon, ensuite, 4e volet, la Géoula, c'est-à-dire la libération psychique, ensuite la refoua, la médecine, la guérison, et en dernier, les pépettes. Ouais, en dernier, les pépettes. Et si c'est dans cet ordre, disent les maîtres, c'est parce qu'on est allé du plus important au moins important. Le 1, c'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est pas le QI. C'est l'intelligence. Discernement, c'est la faculté de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Parce que tu vas avoir tout l'or du monde, tu peux finalement gâcher ta vie dans des relations que tu n'arrives pas à comprendre. Ouais. Et tu vas avoir une excellente santé, mais finalement la vie elle est insipide parce que tu n'arrives pas à t'accorder avec ta vie, tu es toujours en... Ouais. Donc en fait, on a mis dans l'ordre d'idées ce qu'il faut. Et c'est bien beau la guérison, mais avant la guérison, tu as besoin d'avoir
un psychique fort. J'ai besoin de me libérer de mes nœuds psychiques, qui d'ailleurs sont peut-être la cause des manifestations sur ma chair. Donc avant de parler de dermatologie, on va parler de psychologie, vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle la psychosomatique. Ouais. D'ailleurs, le Rav Hirsch, je finis là-dessus, dit un truc extraordinaire, il dit qu'en fait le bassar, c'est la chair. Ça c'est le bassar, ouais, la chair de l'homme. Et les vassar en hébreu, c'est quoi? Bessorot tovot. C'est annoncer, c'est une annonce. Quel rapport y a-t-il entre le chair et l'annonce? Non, parce que la chair, elle te dit les choses. La chair, elle parle. Elle te dit, ouais, les dermatos, ils comprennent le langage de la chair, ouais. Il n'y en a pas des dermatos, mais en tout cas, si vous en trouvez un jour dans une planète, alors... ouais. Alors, je me dis, c'était un truc qui existait au Moyen-Âge, ouais. Oui, ils te disent, voilà, ça, c'est ça, c'est ça. Ils ne connaissent pas tous les codes psychologiques. Mais ils te disent, voilà, c'est l'anxiété, c'est tout, oui. Bon, c'est ça, en fait, la chair, elle annonce quelque chose. Ça, c'est le point. Donc, vous comprenez un petit peu comment les chachamim, ils savent exactement trouver quels sont les manques d'un individu. Voilà. Autre dernier indice, j'ai entendu ma femme citer Rav Shapira qui disait que, on parle de la frustration ici. Bon, la frustration en hébreu s'appelle, donc les mythonémimes, les râleurs, ou bien le etzev, itzavon. Itzavon, c'est la frustration. Et il dit, le Rav Shapira, c'est important à entendre, que itzavon est composé, vient de etzev. Etzev en hébreu, ouais, on appelle ça la souffrance aussi, mais en fait c'est la souffrance au sens frustration. Il dit, le Rav Shapira, que etzev, c'est etz, ça veut dire un arbre, et il y a un bête ensuite. C'est comme un arbre qui a envie de croître, mais qui est bloqué par un sabot, comme les sabots, vous savez, qui mettent de chaleur dans les voitures. Il y a un sabot qui bloque. C'est quoi en fait la frustration? C'est quelqu'un qui sent qu'il pourrait s'épanouir, mais qui est bloqué par quelque chose et donc il râle. Donc plus quelqu'un y râle, plus c'est révélateur qu'il a un gros potentiel. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être sclérosé à l'intérieur de lui, et il faut sortir de là par la simcha. Et la simcha, c'est tzmicha, c'est faire croître quelque chose. Donc c'est ça le etzev et simcha. Enfin, je m'arrête là, et il reste qu'on puisse grandir dans ce domaine. Zach. N'oubliez pas les amis,